La propagation virale du Covid-19 s'est accompagnée d'une autre viralité qu'il serait intéressant de penser. Le confinement a en effet profité d'une certaine façon à l'économie des big data via la viralité numérique. D'un virus l'autre, logique ambivalente ou amphibologie du virus. Au lendemain de la décision en France, par exemple, du confinement général, a été lancé un challenge en apparence ludique et anodin, consistant à poster une photo de soi enfant tout en taguant les personnes, les proches, les amis à qui le challenge était à leur tour lancé. Ainsi, en l'espace de 24 heures, Instagram a vu déferler des millions de photographies d'enfants, toutes plus touchantes et amusantes les unes que les autres, créant une boucle virale considérable. Qu'est-ce que la viralité du point de vue des médias et du numérique, cependant? C'est la diffusion rapide, imprévisible et étendue d'une vidéo, d'une photo, d'un quelconque contenu créant une émulation quasi mondiale. Cette viralité, dans le cas présent, n'est cependant pas, malgré les apparences, anodine. Elle est la viralité de la globalisation économique et de ce qu'on pourrait appeler l'immonde. E-monde. Si elle n'est pas banale, en effet, c'est en tant que ces challenges servent en vérité à des entreprises de récolte et d'analyse de données numériques, les big data, dont l'un des noms les plus célèbres est Cambridge Analytica. Celle-ci, on s'en souvient, fut éclaboussée dans l'affaire de la vente de données privées par Facebook, ayant permis une campagne d'influence trumpiste auprès des électeurs indécis américains lors de la dernière campagne présidentielle aux États-Unis. Ces entreprises, a fortiori, utilisent ces données à des fins mercantiles de ciblage commercial. Pire encore, ces données ne sont pas simplement vendues à des entreprises cherchant à mieux nous connaître, afin de mieux cibler les offres qui s'afficheront sur nos fils d'actualité et autres réseaux sociaux, mais également à des entreprises spécialisées dans les techniques de reconnaissance faciale. Ainsi, ce challenge n'est rien de plus qu'une entreprise de récolte de données organisée sous couvert d'un jeu en vue de pouvoir enregistrer les traits caractéristiques de nos visages. Ce qui servira un jour à la biométrie et à la vidéosurveillance à reconnaissance faciale de nos villes, comme il en est déjà le cas en Chine et chez nous, à Nice. Et je dis sous couvert d'un jeu car cette logique répond de la fameuse logique de gamification inventée par l'ancien numéro 2 de Facebook et désormais repenti Gabe Zuckerman, consistant à rendre les applications ludiques pour créer de la dépendance. C'est le cas du like sur Facebook, du cœur sur Instagram ou de la flamme sur Snapchat. À ce titre, nous savons déjà que ces entreprises d'analyse de données, spécialisées dans l'influence comportementale, en savent plus sur nous, ou du moins sur nos goûts ou nos opinions, que nos propres proches. Avec D-Like, nous apprend Michal Kosinski, chercheur à l'université de Stanford, l'algorithme traitant ces données nous connaît mieux que nos collègues. Avec 100 likes, il nous connaît mieux que notre famille. Et avec 230 likes, il nous connaît mieux que notre conjoint. Ainsi, la viralité d'un virus biologique a drainé dans sa propagation la viralité numérique et économique. Le biopouvoir tant dénoncé par des intellectuels ne se logeait pas dans les mesures de confinement, mais dans le confinement lui-même, dans la caverne de nos appartements où, enchaînés à nos ordinateurs, tablettes et portables, nous avons préparé notre future servitude volontaire et le psychopouvoir qui vient. Je cite ici Bernard Stiegler. C'est encore au moyen du numérique que nos gouvernants ont enfin annoncé lutter contre l'immonde du virus. La France notamment envisage une application pour nos smartphones appelée Stop Covid, permettant le traçage numérique des individus, pendant la phase de confinement. Une nouvelle fois, l'immonde viral devient immonde et inversement. Il reste à penser ce double rapport de contagion entre la biologie et le numérique à partir de la pierre de touche qu'est la viralité. Au demeurant, si le déconfinement dans le monde entier s'accompagnait d'un traçage numérique des sujets, il s'agirait de penser avec et au-delà d'un psycho ou d'un biopouvoir, un psycho-somato-biopouvoir indexé à un numéro-pouvoir ou à une datacratie, je dis les choses ainsi, faute de mieux. Le déconfinement au reste ne serait plus en ce sens qu'une illusion, puisque déconfiner signifierait laisser sortir les individus de leur espace privé pour confiner leurs données dans un espace numérique plus large,
s'étendant aux lieux publics. Le déconfinement spatial, en vue d'arriver à une immunité collective permettant de lutter contre le virus, serait un reconfinement numérique. Le déconfinement spatial serait un reconfinement numérique. Le problème est donc celui-ci. Peut-on être libre sans s'abandonner, c'est-à-dire sans s'oublier, éminent thème nietzschéen, sans avoir le droit à l'oubli? Peut-on être libre si s'abandonner prend les contours de donner à un pouvoir établi des données personnelles? Ce sont des questions qui viennent contaminer bien des champs de la pensée, notamment celui du droit. On en vient à parler de plus en plus d'imprescriptibilité pour des crimes qui ne sont pas des crimes contre l'humanité. Qu'est-ce que cela signifie comme contagion virale? Le numéro pouvoir ou l'immonde ne viennent-ils pas là menacer le droit à l'oubli, le droit à l'abandon des charges contre un individu? Qu'est-ce que serait une société où les individus vivraient accablés par des données et des charges sur et contre eux ineffaçables? L'État prêtre, au sens nietzschéen de la figure du prêtre asservissant les individus par une dette ineffaçable, est devant nous. La donnée devient dette et le numérique devient une modélisation de la prêtrise. La mémoire vive infinie qu'était Dieu mute en mémoire vive informatique. Je rappelle à ce titre que le terme d'ordinateur en français, qui a été choisi par Jacques Perret, ingénieur chez IBM, pour traduire le terme anglais de computer, se réfère au dieu ordinator, tel que pensé par les chrétiens, lequel met de l'ordre dans le monde. Ordinateur dit l'ordination, c'est-à-dire le sacrement de l'ordre conférant à des individus la mission de prêtrise. Et il y en a à ce titre. Les États, naturellement, récoltant nos données pour nous identifier dans le cadre d'un pouvoir biométrique, mais encore les influenceurs, les Instagrammeurs, les youtubeurs, etc. Par ailleurs, et comme on l'a dit, liker telle ou telle publication opère comme une confession à un prêtre algorithmique. En likant telle ou telle chose, nous nous confessons à un algorithme pouvant modifier notre comportement. Le like du matin est devenu la confession de l'homme moderne. Là encore, toute une analyse reste à faire sur le rapport entre viralité et religion. J'ajoute à ce propos que le traçage numérique d'un État prêtre n'est pas une hypothèse. Si le système du crédit social chinois l'atteste, déjà, il est encore ce qui nous arrive par la télésurveillance à laquelle nous sommes tous exposés en tant que travailleurs ou employés. Le télétravail a commencé non pas avec le confinement, mais depuis que nous sommes devenus incapables de trouver un lieu de repos, même dans l'intériorité de son chez-soi. L'essence du télétravail réside naturellement dans le fait que le travail puisse s'opérer à distance du lieu où il s'exerce habituellement. Mais elle réside a fortiori dans le fait que le travail ne cesse pas de nous travailler. Le télétravail commence quand nous n'avons plus de lieu pour que le travail ne nous travaille plus. Les mails que nous recevons en dehors de nos heures effectives de labeur est le signe de ce télétraçage entendu comme télésurveillance de nos activités. Ce qui est attendu de nous, ce n'est plus simplement d'être actif, mais également d'être réactif. D'où les remerciements qui accompagnent les mails auxquels nous avons répondu promptement. Je vous remercie pour votre réactivité. Autre version pour dire qu'être actif ou travailler, c'est être réactif à la télésurveillance de notre activité. Dans ce télétravail que la pandémie a révélé, c'est la numérosurveillance de l'immonde qui se met en place. Et nous sommes déjà tous, plus ou moins, contaminés par cette viralité. Au fond, ce qu'il faudrait affirmer est ceci. Le virus biologique est devenu numériquement viral. La propagation du premier a entraîné la propagation du second, selon un enchevêtrement et un chiasme bien indistinguables. Or, c'est à ce point que se manifeste le nœud proprement philosophique de l'essence d'un virus. Un virus, par définition, est toujours mondial, puisqu'il expose toujours au danger d'une propagation incontrôlable au-delà de toute frontière. Ainsi, la viralité d'un virus biologique littéralise la viralité numérique ou économique. L'essence numérique de la viralité est l'essence virale du virus biologique, à savoir sa globalisation immédiate, effrénée et indéfinie. Au risque pandémique d'une viralité s'étendant au monde entier répond la viralité de la globalisation. L'une peut être dissociée de l'autre, l'une et l'autre courant sur des différences parallèles.
de sorte que la globalisation elle-même doit être pensée comme viralité. C'est pourquoi d'ailleurs, à cette globalisation virale, il nous faudra sans doute répondre, comme nous l'avons fait pour la pandémie du Covid-19 mondialement. Le globe, l'immonde, c'est-à-dire disons-le l'immonde, doivent être opposés au monde et à la cosmopolitique. Par un retournement inattendu, l'essence du virus fait montre de l'essence du monde ou du faire-monde. Les nations désolidarisées par l'intérêt survivaliste particulier appellent la naissance d'une nouvelle internationale qui ne soit pas simplement celle virale de l'international. L'acosmisme de la dernière nécessite l'invention inouïe et sans précédent d'une cosmopolitique digne de ce nom. L'essence virale de l'Occident se donne ainsi désormais dans sa vérité. Elle est l'essence désormais globalisée du devenir technique planétaire. Que la technique ait permis la prolifération du Covid-19 est une chose. C'en est une autre, plus essentielle encore, je le crois, de comprendre que l'essence de l'Occident, désormais désoccidentalisée, si l'on peut dire, c'est-à-dire décalfeutrée des frontières simplement occidentales et étendue au globe entier, l'essence de l'Occident, disais-je donc, vient à s'interroger par cette crise sanitaire en renvoyant à l'essence technique de la globalisation, nécessitant, à l'horizon de notre crise écologique, une réponse mondiale. La double viralité de l'immonde, entendue comme immonde et négation du monde cosmopolitisé, rend impérieux l'advenu d'un nouveau monde, c'est-à-dire d'un faire-monde. Si l'immonde est le devenir technique planétaire défini comme sauvegarde, au sens numérique, de nos données, visant à établir un pouvoir sur notre vie, notre psychisme ou notre corps, la cosmopolitique de demain devra opposer une autre forme de sauvegarde, celle du soin et de la préservation de la vie humaine et terrestre en général. Le problème de cette sauvegarde non numérique de la vie est le problème de l'écologie.